Bonjour, alors tout d'abord la correction de votre manipulation concernant les foraminifères. Vous avez tous observé des foraminifères de type hétérohélix, ces fossiles, microfossiles allongés, et certains d'entre vous ont observé des Globotrincana, d'autres des globigérines que nous trouvons ici. Attention de ne pas s'égarer avec les grains de sable qui peuvent se trouver dans la préparation. Donc certains ont observé une préparation datant de la fin de l'ère secondaire, le maastrichtien, d'autres du tout début de l'ère tertiaire, c'est-à-dire le danien. Les résultats concernant cette biodiversité de microfossiles ont été différents. Vous aviez donc les questions du livre auquel vous deviez répondre. Il fallait répondre donc pour la question 3 qu'il y avait 6 genres de foraminifères au maastrichtien contre 2 genres seulement au danien. Donc bien évidemment, il y a eu un appauvrissement de la microfaune lors de la crise Crétacé-tertiaire qu'on appelle couramment la crise 4T. C'est cette crise aussi au cours de laquelle les dinosaures ont disparu. Les Globotrincanidae, le groupe des Globotrincana, ont tous disparu, laissant le biotope, le milieu de vie, qu'on appelle aussi niche écologique, libre pour les globigérines qui ont pu se développer par la suite. La question 4, les conditions nécessaires à l'apparition d'une nouvelle espèce, avec l'exemple du lézard, sont d'une part l'isolement géographique d'une population du reste de son espèce, et d'autre part, il faut que cela se fasse sur un territoire de surface réduite. Donc il s'agissait dans le document de saisir ces deux informations, l'isolement géographique et la surface réduite. Ceci vous amène à noter dans votre cours la notion construite dans ce paragraphe. L'état actuel de la biodiversité correspond à une étape de l'histoire du monde vivant. En effet, les espèces actuelles représentent une infime partie du total des espèces ayant existé depuis les débuts de la vie. C'est la notion 13 de votre programme. Ceci va nous amener à formuler une nouvelle question. Comment expliquer cette évolution, puisqu'on avait ce terme ici, de la biodiversité, qu'on abrège toujours de la même manière. En petit 2 donc, les facteurs à l'origine de la modification de la biodiversité. Vous allez donc étudier un premier exemple, c'est ce gros lard. Alors ce n'est pas un surnom péjoratif qu'on lui donne. Vous reconnaissez un ours, mais cet ours est particulier puisque sa tête est sombre, ce qui n'est pas le cas normalement chez un ours blanc, et il est beaucoup plus trapu qu'un ours classique. On voit ici un ours blanc classique, vous voyez sa tête beaucoup plus fine, son encolure beaucoup moins épaisse et une allure moins pataude que celui-ci. Alors, d'où vient ce gros lard? Eh bien, il provient d'un croisement avec un grizzly, c'est-à-dire un ours brun, que vous voyez ici, donc beaucoup plus trapu, beaucoup plus musclé que son confrère ours polaire. Alors, ce gros lard, on lui donne différents noms. On l'appelle aussi gros lard, pisli ou encore prisli. Tous ces termes sont faits par l'assemblage de polaire et de grizzly, alors quelquefois en anglais, quelquefois en français. Et c'est en fait le résultat du croisement, c'est-à-dire de l'hybridation, entre un ours polaire et un grizzly. Cette hybridation est très rare. Elle a pu être observée en captivité, mais aussi dans la nature. Donc l'article ici de Wikipédia nous explique l'origine de ce gros lard. On l'a trouvé dans les années 70, ce croisement, dans un parc zoologique au sud de Paris qui s'appelle Thoiry,
Alors là, c'était pas un hasard, c'était pour cause de manque de place, faute d'un enclos, un grizzly et un ours polaire avaient été mis dans le même enclos, et donc ils se sont reproduits. En 2006, des analyses d'ADN ont été effectuées sur un ours dont le pelage comme celui-ci était étrange, qui a été donc trouvé cette fois-ci dans la nature, en Arctique au Canada. Et donc là, c'est le premier individu sauvage dont on a pu confirmer l'hybridation grâce à ces analyses d'ADN. Il y avait d'autres cas recensés, mais on n'en était pas certain. C'est vraiment les analyses d'ADN qui ont permis de lever le voile sur les doutes qu'il y avait alors. On a recensé en mars 2005 5 individus hybrides à l'état sauvage, donc non pas dans des zoos par des, je dirais, des erreurs de cage, mais à l'état naturel. Alors pourquoi cette hybridation? Normalement, 2 espèces différentes ne peuvent se féconder. Ici, ce sont 2 espèces qui sont proches et l'hybridation a été possible à cause du réchauffement climatique. En effet, avec la fonte de la banquise, l'ours blanc va voir son territoire diminuer en taille et il va être repoussé vers le sud du Canada. Et l'ours brun, lui, remonte davantage vers les forêts du nord, ce qui amène les 2 espèces à se rencontrer, à se retrouver sur un territoire commun. On a parlé tout à l'heure de niche écologique, on peut parler aussi de biotope, durant une partie de l'année. De plus, la fonte de la banquise entraîne le déclin de la population des ours blancs, et donc ne trouvant plus de coéquipiers de reproduction, la probabilité de rencontre et d'accouplement est fortement diminuée, et les pousse donc à se reproduire avec une espèce qui leur est proche comme le grizzly. Donc, un des premiers exemples que l'on peut citer comme à l'origine de la modification de la biosphère, sont les changements climatiques, avec donc cet exemple que vous avez détaillé concernant le gros lard. Mais on a également des phénomènes géologiques, comme on l'a vu avec les foraminifères. On pense qu'un astéroïde est venu s'écraser sur Terre il y a 65 millions d'années et a détruit notamment ces foraminifères, mais aussi les dinosaures et beaucoup d'autres espèces. Les activités humaines sont aussi responsables de modifications de la biosphère. Elles peuvent provoquer une disparition d'espèces, soit par surexploitation, soit par des introductions d'espèces dont la niche écologique initiale n'était pas à l'endroit de cette introduction, soit par l'accélération du réchauffement, et donc on retrouve l'idée de changement climatique ici. À l'inverse, une autre activité humaine qui modifie la biodiversité, c'est la dégradation, bien sûr, des écosystèmes. Je vous demande maintenant, après avoir copié ceci dans votre cours, de chercher des exemples pour chacun des exemples ici d'activités humaines modifiant la biodiversité. Ces exemples, je vous guide vers l'académie en ligne, c'est-à-dire le CNED, donc à cette adresse, qui va vous apporter au moins un exemple pour chacun des facteurs indiqués ici. Vous allez ajouter en dessous de ce paragraphe que, voyant l'action de ces activités humaines, l'homme doit prendre conscience de ses erreurs afin de sauvegarder cette biodiversité. Des actions sont déjà menées à l'échelle locale
Ça peut être nettoyer, ne pas jeter ses papiers dans la cour du lycée ou jeter le papier qu'un autre a laissé. Ça peut être à l'échelle nationale ou même internationale avec par exemple l'action du WWF. Donc là, nous rentrons dans les exemples. Vous avez ici, et vous le retrouverez donc dans l'Académie en ligne, un premier exemple qui va vous permettre de compléter ceci. Après avoir noté ces différents exemples, vous allez noter la conclusion qui est la notion 14. La biodiversité se modifie au cours du temps sous l'effet de nombreux facteurs, dont l'activité humaine. Ce qui nous amène à la conclusion de ce premier chapitre. La Terre semble être la seule planète du système solaire à montrer des traces de vie à la fois actuelles et passées qui sont indiscutables. Ce qui va bien sûr nous amener à un deuxième chapitre où l'on va étudier la Terre, les autres planètes. Est-ce qu'il y aurait des traces de vie discutables sur d'autres planètes? Pourquoi? Comment? Ce sera l'objet du chapitre 2.